Bonjour, je suis Elena. J'ai le plaisir de vous présenter ce programme destiné à la littérature fantastique et de science-fiction. Aujourd'hui, William Hope Hodgson, 1877-1918, écrivain britannique. Fils de pasteur, il quitte très jeune sa famille et naviguera pendant plusieurs années sur les océans du globe. Cette expérience très dure marquera sa vie personnelle, mais également son travail d'écrivain. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il vit en France. Il retourne alors en Angleterre pour s'engager dans l'armée, où il est tué au front en Belgique. C'est en 10 années d'écriture qu'il rédigea l'ensemble de ses œuvres, parmi lesquelles on compte quelques-uns des textes les plus importants de la littérature fantastique. La chose dans les algues, Le pays de la nuit, ou encore La maison au bord du monde, imprégné des univers d'Edgar Poe. Je vous propose d'écouter Le Dernier Voyage, une nouvelle de William Hope Hodgson publiée en 1908. Le Shamraken, navire à voile, en avait passé des jours sur les mers. Il était vieux, plus vieux que ses maîtres, et ce n'est pas peu dire. Il allait, le bois boursouflé de ses vieux flancs soulevés par la houle. Mais il ne semblait pas pressé. Pourquoi se serait-il pressé? Il finirait toujours par arriver d'une façon ou d'une autre, suivant son invariable habitude. Deux faits caractérisaient à première vue l'équipage. D'abord, l'âge avancé de tous ses membres. Ensuite, l'air de famille qu'il y avait entre eux, bien qu'ils ne fussent point parents. Mais le vaisseau leur appartenait en commun. Ils formaient un étrange assemblage, ces hommes barbus, grisonnants, vieillotants. Cependant, ils ne donnaient pas, comme les autres vieillards, l'impression de n'appartenir déjà plus à l'humanité, sauf peut-être en ceci qu'ils ne bougonnaient jamais et qu'on lisait dans leurs yeux la joie tranquille de ceux en qui toute passion est morte. Si un travail s'imposait, on n'entendait point le concert de protestations plus ou moins sourdes que n'eussent pas manqué d'émettre les matelots du type ordinaire. Ceux-ci entamaient la besogne quelle qu'elle fût, avec la philosophique soumission que l'expérience peut seule engendrer. Ils apportaient à accomplir cette besogne une espèce d'entêtement résigné, procédant de la conscience qu'il fallait bien qu'elle s'effectuât. En outre, leurs mains possédaient la maturité dans l'adresse, qui s'obtient par une très longue pratique et qui chez eux compensait la faiblesse de l'âge. Leurs mouvements étaient lents mais infaillibles. Ils avaient si fréquemment vaqué aux mêmes tâches qu'ils étaient arrivés, par une sorte de division du travail, aux plus courtes comme aux plus simples méthodes. Ils venaient, nous l'avons dit, de passer bien des jours sur l'eau, encore que vraisemblablement personne à bord n'en connût le nombre exact. Cependant, le capitaine Abbé Tombs, plus familièrement connu sous le nom de Patron Abbé,
en avait peut-être quelque idée. On le voyait parfois régler, d'un air solennel, un sextant énorme, ce qui permettait de conclure qu'il tenait vaguement compte des temps et des lieux. Une demi-douzaine de matelots étaient assis, placides, occupés des menus travaux habituels. D'autres s'éparpillaient un peu partout. Deux hommes arpentaient le côté sous le vent du pont des Gaillards, fumaient, échangeaient quelques mots. Un autre, assis, oisif auprès des travailleurs, laissait, à de longs intervalles, entre deux bouffées de pipe, tomber une réflexion. Un autre, installé au bout dehors du Beaupré, s'efforçait de pêcher avec une ligne amorcée d'un chiffon blanc, ce poisson qu'on appelle bonito. C'était Nuzzi, le mousse, un mousse de 50 ans. Il en avait 15 lors de son inscription au rôle de Shambricken, et, malgré les 40 ans écoulés depuis, il ne cessait pas d'être une mousse, car les hommes des Shambricken vivaient dans le passé. Il était temps qu'il descendît prendre sa ration de repos en vue du quart de nuit. On aurait pu dire la même chose des trois hommes qui causaient et fumaient. Seulement, pour eux-mêmes, ils ne songeaient guère au sommeil. Un homme âgé mais bien portant dort peu, et ils étaient bien portants, quoique âgés. Soudain, un des deux matelots qui arpentaient le côté sous le vent du pont, jetant par hasard un coup d'œil à l'avant, aperçut Nuzzi, toujours sur son bout de Beaupré, faisant balloter sa ligne dans l'espoir de donner à quelque absurde bonito l'illusion que le chiffon blanc qui servait d'appât était un poisson volant. Le fumeur attira sur ce point l'attention de son compagnon. « Il est temps que cet enfant aille dormir. »« Pour sûr, » répondit l'autre, retirant sa pipe et fixant un regard sévère sur la silhouette qui occupait le bout du Beaupré. Une demi-minute, ils se tinrent là, immobiles, comme deux images symbolisant la vieillesse qui va réprimander l'adolescence. Ils tenaient à la main leur pipe, dont la fumée s'élevait en svelte volute. « Il n'y a pas moyen d'avoir raison de cet enfant, » disait le premier d'un ton grave et convaincant. Puis, se rappelant sa pipe, il en tira une bouffée. « Les enfants sont de bien singulières créatures, » opina l'autre, tirant lui aussi une bouffée de sa pipe. « Péché quand ils devraient dormir. »« Les enfants ont terriblement besoin de dormir. Je me souviens d'avoir été enfant, je suppose que c'est la croissance. » Entre-temps, le pauvre Nuzzi pêchait toujours. « Je vais lui dire de sortir de là, » reprit le premier, et il se dirigea vers les degrés qui menaient à l'avant. « Boy !» cria-t-il, dès que sa tête fut au niveau du pont. « Boy !» Au second appel, Nuzzi se retourna. « Et ?» demanda-t-il. « Sortez de là !» ordonna le vieil homme. « Sans quoi, cette nuit, vous ronflerez au gouvernail. »« Pour sûr !» confirma son compagnon, qui l'avait suivi. « Descendez, boy, et vite, à votre cadre. »« Bien, » acquiesça Nuzzi, et il roula sa ligne. Évidemment, l'idée de désobéir ne lui traversait même pas l'esprit. Il quitta l'Espar et descendit sans un mot. Quant à eux, ils recommencèrent d'arpenter le côté sous le vent du pont principal. « Il me semble, Zeph, » disait l'homme qui fumait, assis sur un couvercle d'écoutille, « que patron Abbé a raison. Le vieux sabot nous a fait gagner bien des dollars, et nous ne rajeunissons pas. »« C'est assez vrai, » répondit son voisin, assis comme lui et en train d'estroper une poulie. « Et il est temps que nous reprenions l'habitude du plancher des vaches, » continua le premier qui s'appelait Job. Zeph coinça la poulie entre ses genoux
réussit à extraire une chique de sa poche, mordit la chique et remit dans sa poche ce qui en restait. « Ça semble drôle quand on y pense, que ce soit notre dernier voyage, » fit-il, mastiquant avec force, le menton appuyé sur la main. Job, avant de répondre, tira 2 ou 3 bouffées. « Il le fallait, » dit-il enfin. « Je sais un joli endroit où m'établir. Et vous, Zeph ?» L'homme qui tenait la poulie entre les genoux secoua la tête. Ses regards semblaient aller à la dérive sur la mer. « J'ignore, Job, ce que je ferai quand on aura vendu le vieux sabot, comme vous dites. Depuis que Maria est morte, je ne me soucie plus de vivre à terre. »« Je n'ai jamais été marié, » déclara Job, tassant, au fond de la pipe, le tabac qui se calcinait. « Pour un marin, je trouve que c'est mieux comme ça. »« Chacun a son idée, Job. J'aimais tant Maria. » Il s'interrompit. De nouveau, son regard erra sur la mer. « Je voudrais une ferme à moi. Je crois avoir gagné assez de dollars pour la payer, » dit Job. Zeph ne répliqua rien. Quelque temps, ils se turent. Tout à coup, de la porte du gaillard d'avant, à tribord, 2 hommes émergèrent. Ils appartenaient à l'équipe d'en bas et semblaient plus vieux encore, si possible, que ceux des ponts. Leur barbe, blanche, mais tachée par le jus de tabac, leur venait presque à la ceinture. Au reste, ils avaient été grands et vigoureux, mais ils pliaient maintenant sous le fardeau des années. Ils s'en vinrent, la démarche pesante vers l'arrière. Quand ils furent en face de l'écoutille principale, Job leva les yeux et parla. « Dites, Néhémia, voilà Zeph qui pense à Maria et qui broie du noir. » Le plus petit des nouveaux venus secoua lentement la tête. « Chacun de nous a ses peines, » dit-il. « Chacun de nous a ses peines. J'ai eu la mienne quand j'ai perdu ma fille. Je l'aimais tant. Elle était si bonne et si belle. Mais cela devait arriver. Ça devait arriver. Puis, ça a été au tour de Zeph de connaître le malheur. Maria était une bonne femme pour moi, dit Zeph, lentement lui aussi. Et maintenant que c'en est fini du vieux bateau, j'ai peur de me sentir bien seul, là-bas, à terre. Le geste de sa main laissait vaguement supposer que la terre allait surgir quelque part au-delà du bastingage de tribord. « Oui, » remarqua le second des nouveaux venus. « C'en est fini du vieux bateau, où j'ai navigué 66 ans. 66 ans. Comme le quitter sera dur. » Il baissa le front d'un air morne, et ses mains tremblantes firent jaillir la flamme d'une allumette. « Ça devait arriver, » répéta le plus petit. « Ça devait arriver. » Sur quoi, lui et son compagnon allèrent s'asseoir un peu plus loin pour fumer et méditer. Patron Abe et Josh Matthews, le second, se tenaient debout à la poupe. Comme les autres marins du Shamraken, ils sentaient le poids du temps, et cette blancheur, qui est l'écume de l'éternité, teignait leurs cheveux et leurs barbes. Patron Abe disait « C'est plus pénible que je ne l'aurais cru. » Son regard errait sur les ponts usés, mais si propres. « Je ne sais ce que je ferai, Abe, quand nous ne l'aurons plus, » répondit son lieutenant. « Ça a été un home pour nous depuis 60 années. » Il secoua les cendres de sa pipe et s'occupa de la remplir à neuf. « Ce sont ces maudits frais, » geignait le capitaine. « Nous perdons sur chaque voyage. Les bateaux à vapeur nous ruinent. » Il soupira
et se remit à mâcher dévotement sa chique. « Ça a été un bâtiment bien confortable, » murmurait Josh, monologuant. « Et depuis que j'ai perdu mon fils, je ne souhaite plus autant qu'autrefois vivre à terre. Me voilà seul ici-bas. » Il se tut. Ses vieux doigts tremblants bourrèrent sa pipe. Patron Abe ne disait rien non plus. Il semblait absorbé. Il mâchonnait toujours, appuyé au bastingage. Tout à coup, il se redressa et s'en fut se mettre sous le vent. Il cracha, resta quelques instants immobile, jeta autour de lui un coup d'œil circulaire, résultat d'une habitude d'un demi-siècle. Soudain, il appela l'officier. « Que pensez-vous de cela ?» demanda-t-il, après que leurs yeux eurent interrogé la mer. « Je ne sais pas, Abe, à moins que ce soit un brouillard causé par la chaleur. » Patron Abe n'en parut pas convaincu, mais n'ayant rien de mieux à suggérer, il garda le silence. Josh parla de nouveau. « Très curieux, Abe. Nous traversons une région étrange. » Patron Abe fit un signe d'assentiment et se remit à observer le phénomène qui l'intriguait. On eût dit qu'une immense muraille de brume rose montait au zénith. D'abord, ce n'avait été, sur l'horizon, qu'une brillante nuée. Maintenant, elle couvrait une grande partie du ciel et le bord supérieur avait pris un merveilleux ton de flamme. « Que c'est beau !» dit Josh. « Je savais bien que nous sommes dans de singuliers parages. » À mesure que le Shambraken approchait du brouillard, le brouillard, en avant du navire, s'étendait au point d'emplir le ciel. Le vaisseau y entra, et l'aspect de toute chose fut changé. Les grandes effilochures roses du brouillard flottaient autour d'eux, estompant, et pour ainsi dire, transfigurant chaque ligne des agrès et des cordages, de sorte que le vieux bateau semblait un vaisseau de féerie, voguant parmi les prestiges d'un monde inconnu. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, Abe. Jamais, » dit Josh. « Ah mais c'est beau, c'est beau. On dirait que nous naviguons dans le feu du soleil couchant. » « Je n'y comprends goutte, » grommela Patron Abe. « Et je trouve aussi que c'est beau, extraordinairement beau. » Les deux vieux camarades prolongèrent leur contemplation. Il régnait, dans cette nouvelle atmosphère, une paix étrange qu'ils avaient ignorée sur la mer nue. La brume étouffait le craquement coutumier de la mâture et des lourdes vagues sans écume ne s'élevait point le mugissement habituel aux flots. « On a une impression de surnaturel, » fit observer Josh. « On dirait qu'on est dans une église. »« Oui, » répliqua Patron Abe. « On a l'impression que ce n'est pas naturel. Ça doit être comme ça en paradis, » suggéra Josh. Et Patron Abe n'eut pas envie de le contredire. Un peu plus tard, le vent commençant à tomber, il fut décidé de mettre toutes les mains au mât du grand perroquet. On appela Notzi, on déposa les pipes, on se tint prêt à saisir les drisses. Mais nul ne s'occupa de larguer la voile. C'était l'affaire de Notzi.
et Nudzi, seul de l'équipage qui fut allé dormir, n'arrivait pas. Au bout d'une minute, il apparut. Patron Abe l'accueillit sévèrement. « Voyons, boy, montez vite, larguez cette voile. N'êtes-vous pas honteux de laisser un pareil travail à de grandes personnes ?» Et Nudzi, le grisonnant boy de 50 ans, monta humblement, ainsi qu'il lui était enjoint. 5 minutes après, il cria qu'on pouvait hisser la voile, et les matelots s'emparèrent des drisses. Nehemia, en soliste, chanta d'une voix chevrotante. Un vieux fermier habitait le Yorkshire. Et le chœur des voix aigrelettes répétait le refrain. Nehemia continuait. Il avait une vieille femme et la souhaitait au diable. De nouveau, on entendit le chœur des voix cassées. Nehemia reprit. Un jour, le diable lui apparut à sa chalut. Je suis venu, dit-il, chercher la vieille femme. Et ainsi de suite. Ils chantaient, rythmant leur effort sur les modulations de leur chant, et toujours enveloppés par l'extraordinaire brume rose qui, au-dessus d'eux, se transformait en une irradiation écarlate, de sorte que la pointe des mâts piquait un grandiose plafond de flammes. 3 diablotins voulaient enchaîner la vieille, reprit Nehemia, et le chœur après lui. Elle prit son sabot et le leur cassa sur la tête, sur quoi les 3 diablotins se mirent à crier « Étranglons la vieille sorcière ou elle va nous tuer tous !» Suffit, Josh, coupa net la chanson. La voile déferla. Les cordes retombèrent, et les mariniers retournèrent à leurs occupations. C'était le moment où on relevait les hommes de quart. Mais, sauf le timonier et la vigie, ces gens accoutumés à se passer de sommeil ne s'apercevaient guère de la différence, laquelle, pour les matelots disséminés sur le pont, consistait tout juste en ceci. Ceux qui tantôt n'avaient fait que fumer, à présent fumaient et travaillaient. Ceux qui tantôt travaillaient et fumaient, à présent ne faisaient plus que fumer. Et le vieux Shem Reckon avançait comme une ombre rose dans la brume scintillante, et seules les grandes lames silencieuses et lourdes semblaient comprendre qu'il n'était pas seulement un fantôme. Zeph envoya Nudzi chercher du thé, et toute l'équipe fit son repas du soir. Ils mangeaient, assis au hasard, et en même temps s'entretenaient avec leurs camarades, de quart sur le pont, du brouillard brillant où ils étaient plongés. Leur conversation relevait combien profondément les impressionnait le phénomène. La superstition s'éveillait en eux. Zeph affirmait sans embâge sa croyance à quelque voisinage surnaturel. Il prétendait avoir le sentiment que Maria n'était pas loin de lui. « Vous voulez dire que nous nous rapprochons du ciel ?» demanda Nehemia, très occupé à larder une bonnette. « Je ne sais pas, » répliqua Zeph, « mais... » et son geste montrait la voûte enflammée. « Vous avouerez que c'est merveilleux, et si pourtant c'était le ciel. Quelques-uns d'entre nous sont bien fatigués de la terre. Je voudrais revoir Maria. » Nehemia hocha la tête. « J'espère que ma fille sera là, » dit-il méditatif. « Elle y aura fait la connaissance de Maria. » Tout le monde aimait Maria, reprit Zeph.
surtout les jeunes filles. Elle avait le don d'attirer leur amitié. Je n'ai jamais été marié, dit Job, à qui on ne demandait rien. Mais ces choses dont il était fier et dont plus d'une fois on l'avait entendu s'enorgueillir. Il n'y a pas là de quoi te vanter, garçon, s'écria un des vieux à la barbe blanche, demeuré silencieux jusqu'alors. Ainsi, personne ne viendra à ta rencontre quand tu entreras au ciel. C'est la pure vérité, Job, approuva Néhémia, fixant sur Job un œil chargé de blâme, sur quoi Job prit le parti de se taire. Vint le quart de 6 à 8 heures. Néhémia et le reste de son équipe s'installèrent pour prendre le thé à côté de leurs camarades. Quand ils eurent fini, ils allèrent d'un commun accord s'asseoir au gaillard, et la mystérieuse atmosphère colorée où se mouvait le vaisseau absorba toute leur attention. Parfois, l'un d'eux, retirant la pipe de sa bouche, exprimait une idée qu'il avait au préalable ruminée longuement. La relève du quart eut lieu. Nul ne bougea, sauf les hommes de la vigie et de roue. 9 heures, la nuit sur la mer. Le rose devint d'un rouge intense, lumineux, mais qui semblait créer sa propre lumière. Là-haut, le ciel était de flammes et de sang. Colonne de fumée le jour, colonne de feu la nuit, murmura Zeph à Néhémia, qui répondit solennellement: C'est dans la Bible. Après la relève de la vigie et du timonier, Josh et Patron Abe apparurent sur le pont principal. C'est drôle, disait Patron Abe, jouant l'indifférence. Pour sûr, confirma Néhémia. Capitaine et second s'assirent parmi leurs hommes. À 10h30, une rumeur s'éleva de la proue et un cri fut poussé par la vigie. Toutes les têtes se tournèrent vers un point sur la droite, à l'avant. Là, on voyait la brume rayonner d'un éclat plus intense encore, plus surnaturel et plus rouge. 1 minute après, surgit un colossal arc de triomphe, formé de nuées incandescentes. Une clameur d'admiration s'échappa de toutes les poitrines. Équipage et officiers se précipitèrent à l'avant. Les jambages de l'arc, aussi bien par bâbord que par tribord, s'enfonçaient dans la mer, assez loin du vaisseau qui allait passer entre eux. « C'est le ciel !» murmura Josh à voix très basse. Mais Zeph l'entendit. « C'est peut-être les portes de gloire dont Maria parlait toujours, » répliqua-t-il. « Si j'allais revoir mon fils, » murmura encore Job, qui se pencha, les yeux brillants d'attente et de ferveur. Autour du vaisseau, la quiétude régnait. Le vent n'était plus qu'une légère brise à bâbord arrière. À l'avant, dans l'embrasure de l'arche resplendissante, les longues larmes roulaient, huileuses, noires, sans écume. Soudain, au milieu du silence, une note s'éleva, subtile, musicale, grandissante et s'affaissant, comme le gémissement plaintif qu'eût fait sourdre au loin une harpe d'éolie. Le son, venant de l'arche, était repris par le brouillard qui le renvoyait, en longs échos sanglotants, à l'horizon incommensurable. « On chante !» cria Zeph. Maria aimait chanter ainsi. Écoutez.
Pétoche. J'entends mon fils. Sa vieille voix perçante était devenue un glapissement. C'est merveilleux, merveilleux, incroyable, s'exclamait Patron Abe. Zeph s'était un peu détaché en avant du groupe. Il protégeait ses yeux de ses mains et toute son attitude dénotait le plus intense bouleversement. « Je crois que je la vois, je crois que je la vois !» se répétait-il fiévreux. Derrière lui, deux des vieux hommes soutenaient Néhémia qui se sentait, pour employer ses propres termes, tout chose à l'idée de retrouver sa fille. De l'arrière, Nudzi, le mousse, auquel était confiée la roue, avait perçu l'aérienne musique, mais n'étant qu'un enfant, on peut supposer qu'il ne se rendait pas compte de cette proximité de l'autre monde, si évidente pour les hommes, ses maîtres. Quelques minutes s'écoulèrent encore. Job, qui avait en tête la ferme, objet de ses convoitises, insinua que peut-être on n'était pas aussi près du paradis que l'imaginaient ses camarades. Personne ne daigna relever ses paroles. Une demi-heure plus tard, vers minuit, une nouvelle phase de l'apparition arracha un nouveau murmure aux spectateurs. On était encore loin de l'arche. Et voici que ce ne fut plus une arche, mais un cône prodigieux, d'un rouge brûlant et sombre, et dont la partie supérieure était noire, sauf l'extrême pointe, qui redevenait du même rouge effrayant. Le trône de Dieu, cria Zeph, tombant à genoux. Les autres l'imitèrent. Même le vieux Néhémia qu'on vit faire un grand effort pour s'agenouiller. Sans doute que nous voilà presque au ciel, balbutia-t-il d'une voix rauque. Patron Abe, brusquement, sauta sur ses pieds. Il n'avait jamais ouï parler de cet extraordinaire phénomène électrique qu'on n'aperçoit peut-être pas plus d'une fois par siècle. La tempête de feu qui précède certains grands cyclones. Mais son œil expérimenté venait tout à coup de découvrir que le cône était en réalité une montagne d'eau tournoyante où se reflétait l'embrasement des nus. Il ne possédait pas la connaissance technique nécessaire pour savoir que le phénomène était dû à un énorme vortex produit par le déplacement de l'air, mais il avait souvent vu se former une trombe marine. Pourtant, il hésitait. La situation était tellement inouïe. Toutefois, cette monstrueuse et giratoire montagne d'eau qui lançait des lueurs rouges ne lui parut avoir aucune relation avec l'idée qu'il se faisait du paradis. Son hésitation durait encore, quand éclata le premier rugissement du cyclone. À ce bruit, les vieux hommes s'entre-regardèrent, épouvantés. « C'est Dieu qui parle !» murmura Zeph, dans un souffle. « Nous ne sommes que de misérables pécheurs. » Un instant plus tard, ils avaient dans la gorge, avec le souffle du cyclone, l'angoisse de la mort, et le Shembraken entrait sous les portiques de l'éternité.
C'était Le Dernier Voyage, une nouvelle de William Hop Hudson, publiée en 1908. Je remercie Helena, qui a bien voulu se prêter au jeu de la présentation de l'auteur en début de programme. Et si vous partez en mer, à la voile, sur une frêle embarcation ou même sur un géant des mers, alors, bienvenue à bord du Titanic. À bientôt.